L'énergie occulte est un élément central dans le monde de Jujutsu Kaisen, car c'est en apprenant à la maîtriser que l'on peut devenir un exorciste ou humblement essayer de renverser les plus forts de ce monde. Nous, aujourd'hui, on va simplement s'intéresser aux techniques découlant de cette énergie qu'on appelle technique occulte, ou Cursed Technique en anglais. On ne va pas déterminer quelle technique est la plus puissante overall parce que je trouve pas ça très intéressant. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelles sont les meilleures techniques à utiliser lors d'un combat. Et pour ça, on prendra 5 critères de notation. Premièrement, si la technique est polyvalente, donc de combien d'attaques elle se compose, ou encore ce qu'elle peut apporter lors d'un affrontement. On a ensuite la puissance brute de la technique, donc si elle vous permet simplement de balayer la poussière ou de détruire le monde. Si elle octroie une défense plus ou moins efficace, à quel degré elle peut être contrée par l'adversaire, et enfin les points négatifs de la technique. Si elle ne vous demande que de l'énergie occulte, ou alors si elle vous tuera après utilisation. Tout ça nous donnera une note sur 20 permettant de faire un classement. Je tenais à préciser que l'on prendra toutes les techniques dans leur forme la plus actuelle et la plus puissante, et aussi que c'est mon classement, donc à ne pas prendre pour référence. Faites le vôtre et donnez-le moi en commentaire. Si tout est clair, on peut commencer le classement. Au pied du classement, on retrouve des techniques qui n'ont pas à rougir devant celles du top 10, comme la manipulation de la masse de Yuki qui est extrêmement dévastatrice. Et si le classement n'était qu'un classement de puissance pure, évidemment qu'elle y serait. On a aussi les sorts de Jogo qui, malgré une piteuse prestation contre Sukuna ou Gojo, sort d'une puissance monstrueuse. Ou encore le sort d'antigravité de Kaori qui a bien failli se qualifier pour la vidéo. Dans tous les cas, je comprends que de ne pas avoir ces techniques dans le classement puisse vous titiller, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, il paraît que ça soulage. Mais en attendant, passons à la 10e position. Alors j'en vois déjà certains qui se disent que cette technique n'a pas sa place dans le classement, mais après mûre réflexion, je pense que si. Il faut partir du point de vue que pour le moment, Uraume n'a été là comme personnage de soutien, pour Sukuna ou encore Kenjaku, et il n'a pas réellement eu de réelle altercation avec quelqu'un, bien que cela soit en train de changer. Dans tous les cas, cette technique ne doit absolument pas être prise à la légère, car elle permet de créer et de manipuler du gel et de la glace afin d'immobiliser ses ennemis et donc de les attaquer comme il le souhaite, donc avec un énorme bloc de glace par exemple, ou encore au corps à corps. Ce qui est sûr, c'est que les possibilités liées à sa technique sont nombreuses, et même si ce n'est pas la technique avec la puissance brute la plus exceptionnelle, c'est une technique qui peut s'adapter à plusieurs situations. Je n'ai pas tant de choses à dire que ça sur la technique, car on ne l'a pas encore vu être utilisée à son plein potentiel, mais ce qui est sûr, c'est que se battre contre quelqu'un qui peut vous geler à tout instant, ou peut-être refroidir l'air ambiant pour vous empêcher de bien respirer, c'est pour moi une technique incroyable. Et puis c'est mon classement, donc je fais ce que je veux. Dans tous les cas, j'ai choisi de lui mettre 3 en polyvalence, puissance brute et défense, car pour moi, c'est une technique permettant une variété d'attaques assez importante. Une puissance brute raisonnable, et en termes de défense, on peut trouver mieux, mais immobiliser ses adversaires et créer des murs de glace ou je sais pas quoi d'autre, c'est déjà pas mal. Maintenant, est-ce que la technique peut être facilement contrée? Je dirais qu'on est dans la moyenne. Si l'on veut des techniques puissantes, il n'y a rien de mieux que de se rendre dans la famille Zenin, qui sont obsédés par posséder tous les sorts d'une puissance bien supérieure. On peut par exemple citer la pluie de pétales épis qui permet de se protéger contre les effets d'un territoire, ou encore les 10 ombres évidemment. Cependant, c'est d'un sort encore différent dont nous allons nous occuper maintenant, la technique de projection. C'est un sort héréditaire donc qui se transmet au sein de la famille Zenin et qui est tout simplement broken, si tant est qu'on ait ses deux mains évidemment. Le principe est à la fois hyper simple à expliquer mais un peu technique à comprendre. En gros, lorsque l'on utilise la technique, on découpe la réalité en 24 images par seconde. L'utilisateur doit alors décider à l'avance des mouvements qu'il doit effectuer pendant ces 24 images par seconde. C'est tout simple, lorsque vous utilisez la technique, vous pourrez aller à une vitesse telle que prendre un adversaire de vitesse deviendra votre quotidien. Et lorsque l'on se déplace aussi vite, la plupart des combats sont gagnés d'avance, car si vous allez vite, vous frapperez également plus fort, et vous pourrez également esquiver beaucoup plus facilement. Cependant, il y a un risque à cela. Les mouvements une fois commencés ne peuvent pas être corrigés en cours de route. En plus de ça, si l'action va à l'encontre des lois physiques, en déviant trop de sa trajectoire par exemple, alors l'utilisateur sera lui-même figé pendant une seconde. Sa vitesse est d'ailleurs plafonnée par l'accélération donnée au moment de l'activation du sort, mais dans ce cas, plus l'utilisateur enchaîne les sorts, plus sa vitesse augmente. On rappelle que grâce à cette technique, Naobito était l'homme le plus rapide du monde derrière Satoru Gojo. Mais la technique est encore plus broken car si l'utilisateur touche une cible avec la paume de sa main, la cible doit se déplacer à une 24e de seconde, ce qui est impossible à faire si l'on ne possède pas le 6e œil, si l'on ne nous explique pas la technique avant ou tout simplement si l'on ne va pas assez vite. S'ils ne sont pas assez rapides pour cela, la séquence du mouvement qu'ils effectuent se trouble et ils sont aussitôt immobilisés pendant une seconde dans un cadre. Et lorsqu'ils sont dans le cadre, vous pouvez vous faire plaisir en les pulvérisant avec n'importe quel sort. Mais en plus de ça, ce sort permet de figer l'air et de le faire exploser ou encore de figer de l'eau. En sachant tout ça, ce sort mérite sa place dans les meilleurs sorts du manga.
Rien que pour rendre hommage à cette pile électrique au dieu de la foudre qu'est Kashimo, j'étais obligé de parler de sa technique ultime. La technique qu'il avait refusé d'utiliser contre Akari car une seule personne devait y goûter et c'était nul autre que Sukuna. Mais alors pourquoi cette technique mérite sa place ici? Eh bien déjà il faut comprendre comment elle fonctionne. Dans le manga il est dit que tout phénomène pouvant être créé par l'électricité devient une arme pour Kashimo. Mais concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un large éventail de possibilités d'attaque, telles que manipuler la foudre ou les éclairs, classique, mais pourquoi pas altérer la trajectoire d'objets métalliques à l'aide de champs magnétiques, créer une pluralité d'armes ou encore de champs de force électrique. Ce ne sont là que des exemples, mais vous comprenez bien que le potentiel de la technique et la diversité de ce que l'on peut faire avec est incroyable. En plus de ça, il peut également augmenter son agilité en augmentant les signaux électriques de son cerveau. Et même si on n'a pas pu voir tout ce que la technique avait en réserve, tout simplement à cause du match-up, il faut avouer que c'est une technique folle. Le seul petit voire énorme problème, c'est que cette technique n'est utilisable qu'une seule fois, car elle pousse le corps de l'utilisateur bien au-delà de la simple condition humaine. Et donc devoir mourir pour l'utiliser, c'est un contre-coup beaucoup trop important. Je pense que beaucoup seront étonnés de voir les techniques de découpe de Sukuna aussi basses dans le classement, mais force est de constater que ce ne sont pas les techniques les plus polyvalentes du verse. Alors déjà, je vais poser les bases d'entrée de jeu, j'ai mis 5 sur 5 en puissance brute, car trancher le monde ne devrait pas être possible, et vu que l'on considère ici les techniques dans leur forme la plus puissante, et ben je suis obligé de prendre en compte la technique de dissection étendue au monde, et c'est tout simplement une merveille. Mais déjà, considérons simplement ces attaques de base, donc dissection et lacération, l'une permettant de trancher sans faire de distinction, et l'autre s'adaptant à la force et à l'énergie occulte de sa cible. Les deux attaques telles quelles n'ont été contrées par aucun autre personnage que Gojo lui-même, donc l'exorciste le plus puissant de notre temps, et Makora, le Shikigami s'adaptant à n'importe quelle attaque et n'importe quel phénomène. Yuji ne rentrant pas en compte car c'est une autre raison qui lui a permis de tanker les attaques de Sukuna pas au top de sa forme. Et c'est normal en fait, parce que si on prend du recul, ces deux attaques ne sont pas complexes, mais elles découpent avec une telle puissance et une vitesse telle que les esquiver est tout simplement impossible pour la plupart des personnages, et c'est pour ces raisons qu'elles méritent cette note en termes de puissance pure. Mais pour le reste, ça ne vole pas très haut, car en termes de polyvalence, et bah il peut trancher avec une portée plus ou moins grande, en s'adaptant à sa cible et en changeant la forme s'il le souhaite, mais c'est tout. Et en termes de défense, bah on n'a rien du tout. Étant donné que Sukuna ne se défend pas, il attaque, détruit, et puis c'est tout. J'ai choisi de mettre ces deux sorts à la même place car l'un ne peut fonctionner sans l'autre. Rika est appelée la reine des fléaux et lorsqu'elle est pleinement invoquée, il vaut mieux ne pas se mettre en travers de son chemin, car elle vous massacrera si vous vous dressez contre Yuta, car son seul souhait est de le protéger. Donc en plus niveau défense, on est vraiment pas mal. Et il n'est pas déconnant d'affirmer que posséder une armoire d'énergie occulte, d'armes, mais également se battant en parfaite symbiose avec vous, est un très grand avantage, car en plus de vous revigorer en énergie occulte, Rika voit et pense comme Yuta, leur permettant donc d'attaquer ensemble, de se coordonner et tout ça sans avoir besoin de discuter. Pour moi, on a ici le meilleur duo du manga. Mais ce n'est pas tout. En plus de sa grande force, lorsqu'elle est pleinement invoquée, Rika permet à Yuta de copier les techniques simplement en mangeant une partie du corps de son adversaire. L'ancienne Rika permet à Yuta de copier les sorts sans condition particulière, et ça c'était beaucoup trop fort. Désormais, elle a été un peu bridée, mais il reste néanmoins un atout de choix pour Yuta, car tous ses combats se transforment en 2v1 pendant le temps où Rika est pleinement invoquée. Et là, je n'aimerais vraiment pas être à la place de l'adversaire. En plus de tout ça, Rika permet à Yuta de tirer une énorme attaque de zone qui peut challenger le canon à énergie de Ryu ou encore l'Uzumaki de Geto. Toutes ces choses font de Rika et de la technique de copie de Yuta un package explosif. Le seul souci, c'est la limite de temps, 5 minutes. Et même si faire durer le combat contre Yuta est très difficile, ce n'est pas impossible, donc c'est un gros point négatif. L'énorme majorité des personnages de Jujutsu Kaisen n'ont aucune conscience de leurs âmes, et donc ne peuvent protéger quelque chose qu'ils ne peuvent pas conceptualiser et dont ils ne peuvent pas avoir conscience. Face à ça, on a une technique permettant d'atteindre directement ce petit bout d'âme sans protection, dont on peut absolument faire ce qu'on veut. Le moduler comme on le veut, octroyer des pouvoirs à son hôte, le soigner physiquement ou tout simplement le détruire. Altération absolue est pour moi l'une des techniques les plus meurtrières du manga, mais également une des meilleures techniques. En effet, les possibilités sont incroyables, on peut prendre la forme que l'on veut, et lors d'un combat, c'est
super utile comme on a pu le voir lors de l'affrontement opposant Mahito à Kokishi, dans lequel il se transformera en poisson ou encore en oiseau, mais c'est également très pratique pour attaquer, quand à la place des poings on peut avoir des lames ou encore ce que l'on veut, car notre corps deviendra modulable à l'infini. De plus, niveau défense on est vraiment pas mal, car tant que notre âme n'est pas touchée, on ne peut tout simplement pas mourir, car les attaques purement physiques sont inefficaces. Il faudrait utiliser un territoire simple comme Mekamaru l'a fait, un prolongement du territoire sûrement, ou encore pouvoir atteindre directement l'âme. Ces choses-là ne sont pas données à tout le monde, donc ça vous donne un net avantage. De plus, vous pouvez posséder des humains remodelés et donc compenser la puissance par le nombre. En bref, cette technique est un atout très puissant lors d'un combat. その当主もこういう使い方をしたんだろう。古部ゆらゆら。 Alors là, on va s'attaquer à un gros morceau, la technique des 10 ombres, transmise au sein du clan Zenin, encore une fois. On prendra la forme la plus évoluée, donc la forme utilisée par Sukuna lui-même. Alors on va commencer par expliquer comment la technique fonctionne. Pour résumer, elle permet d'invoquer des Shikigami par l'intermédiaire de son ombre. Ces Shikigami ont tous une utilité différente, et pour tous les posséder, il faut les exorciser. L'utilisateur commence avec les 2 chiens de jade et doit exorciser les 9 autres Shikigami. Et c'est ici que réside le point négatif de cette technique. Si l'on veut exploiter son réel potentiel, il faut passer par la phase d'exorcisation, et lorsqu'on voit le dernier Shikigami à exorciser, et ben on se demande bien comment un utilisateur tel que Megumi, donc seulement avec 9 Shikigami, pourrait réussir à le faire. Mais ici on va partir du principe que l'utilisateur les possède tous. Alors pour faire court, on a des Shikigami permettant d'augmenter sa puissance offensive, comme les chiens, nuées, le serpent, l'éléphant de plénitude ou encore le taureau bélier. D'autres plus axés sur la défense, comme les lapins d'évasion, le cerf circulaire, permettant de se soigner, ou encore le simple fait de se cacher dans son ombre pour s'infiltrer ou se reposer si le besoin se fait sentir lors d'un combat. Lorsque l'on voit la taille et la puissance déployée par les Shikigami de Sukuna, on se rendra vite compte du potentiel de la technique. Mais ce qui est également intéressant avec ce sort, c'est qu'il permet beaucoup de choses comme stocker des objets dans son ombre, se cacher dans l'ombre d'un autre, mais également de fusionner tous ces Shikigami afin d'en créer des nouveaux. Mais si l'on veut parler pleinement du potentiel de cette technique, il faut obligatoirement que l'on parle de Makora, l'ultime Shikigami, celui qui s'adapte à n'importe quoi. Et bah, ça fait de vous un être pouvant faire face à n'importe quoi, car c'est le principe même du bestiau. Pour conclure, la technique des 10 ombres n'est pas forcément celle avec une puissance brute incroyable, mais elle fait obligatoirement partie de celle avec une polyvalence et une défense plus que remarquable. Haran, torikomu. Minna wa shiranai. Jurei no aji. Alors pour moi, c'est véritablement l'une des meilleures techniques du verse, et elle mérite un peu qu'on s'y attarde, car elle est parfois cruellement sous-cotée par la communauté. Remettons-nous un peu dans le contexte. On est dans un monde où les fléaux sont omniprésents, des fléaux à la puissance et aux caractéristiques variables. Mais imaginez si vous pouviez les capturer comme des petits Pokémon et les envoyer se battre à votre place. Ou simplement vous en servir comme moyen de transport, comme moyen de stockage, de dissuasion, et toutes les applications possibles et imaginables. Cette technique possède une polyvalence parfaite, car chaque fléau possède des caractéristiques différentes, et Kenjaku nous le montrera à chacun de ses combats, en utilisant des nouveaux à chaque fois, et surtout en utilisant les bons, pour par exemple se protéger ou encore attaquer avec des fléaux pas très puissants mais en submergeant son adversaire. Et c'est là un des points forts de la technique, le nombre fait la force. En effet, Kenjaku le dira lui-même, il peut améliorer les petits fléaux avec son énergie occulte, leur donner des ordres, et grâce à ça ils peuvent faire tomber même un classe 1 comme Chozo. Mais de toute façon, il suffit de voir la parade des fléaux pour comprendre à quel point posséder un grand nombre de fléaux est un atout extrêmement puissant contre n'importe qui. Mais si on veut parler de puissance brute, et ben on va parler de Uzumaki, une technique qui combine tous les fléaux possédés par l'utilisateur en les relâchant sous forme d'énergie occulte. Une attaque dévastatrice si tant est qu'on ait assez de fléaux sous la main. Et sinon, on peut faire des mini Uzumaki pour perforer son adversaire de toutes parts, ou encore utiliser l'extension du territoire d'un de nos fléaux, comme la vieille dame de la variole par exemple. Le seul point négatif de la technique, c'est le temps qu'il faut pour rassembler tous les fléaux nécessaires. Kyoshiki, Murasaki. Alors ici, il faut que l'on clarifie un petit point. On prendra évidemment la forme la plus puissante, / la plus perfectionnée de l'infini, donc en l'associant au 6e œil, parce que d'après l'auteur lui-même, l'utiliser sans le 6e œil est possible mais extrêmement compliqué, car la technique requiert une manipulation très précise et sophistiquée de l'énergie occulte, une précision offerte par le 6e œil. Sans ce dernier, la technique serait donc beaucoup moins bien classée, car les contre-coups seraient beaucoup trop élevés et la technique serait beaucoup moins puissante. Néanmoins, lorsque les deux sont associés, c'est véritablement un chef-d'œuvre, car ici on a un alliage parfait entre la puissance brute, une défense
défense impénétrable et une versatilité énorme. En effet, l'infini permet plusieurs choses, et on va commencer avec la particularité qui donne un avantage certain lors d'un combat, la barrière de l'infini qui grosso modo ralentit tout objet, attaque ou personne prenant l'utilisateur pour cible. C'est tout simplement la meilleure défense du manga, et c'est pour ça qu'elle obtient la note de 5 sur 5. Car pour l'outrepasser, il faut soit se munir d'un objet maudit, comme la lance céleste ou la corde noire, utiliser un prolongement du territoire ou encore posséder une attaque tranchant bien plus que l'espace. Le nombre de personnes pouvant passer la barrière et mettre en difficulté Gojo est si infime que le titre de défense ultime n'a pas été usurpé. Mais l'infini permet également de créer des forces attractives et répulsives, bleues et rouges, permettant d'infliger des dégâts colossaux, de se déplacer à des vitesses hors du commun, de se téléporter et en associant les deux, de créer une immense attaque de zone appelée violet, qui annihile tout simplement tout sur son passage. Mais une utilisation plus simple peut être faite en associant bleu à ses coups, comme par exemple en les rendant beaucoup plus dangereux. Entre les mains de Satoru Gojo, ce sort est l'un des meilleurs du manga, et ça on a pu le voir lors de son affrontement contre le roi des fléaux, où il a véritablement pu nous montrer tout l'étendue de son sort. Alors pour vous dire la vérité, celui-là je ne voulais pas l'inclure dans la vidéo car je le trouvais à part. C'est véritablement un sort qui n'a rien à voir avec tous les autres. Mais après mûre réflexion, je me suis dit que finalement ne pas le mettre serait un affront, car c'est sans aucun doute la technique la plus incroyable et la plus extravagante du manga. Elle a été introduite comme telle, un sort qui permet de rendre réel tout ce que l'artiste trouve drôle, un sort que même Satoru Gojo ne pourrait contrer, tout simplement. Et depuis cette introduction, on se demandait tous pourquoi et surtout comment l'auteur allait faire pour continuer à écrire une histoire cohérente en sachant qu'un personnage tel que Takaba existe. Mais pour pallier à ce problème, il a décidé que Takaba ne saurait rien du potentiel de sa technique et qu'en plus de ça, c'est pas un gars dangereux. Mais force est de constater que c'est une technique incroyable qui coche toutes les cases d'une technique parfaite et l'utilisation que Takaba en fait est stupidement géniale. En effet, il se protège des attaques en affirmant être un toon qui ne craint rien et ça a l'air ridicule dit comme ça, mais ça marche. Il prétendra être un chauffeur de camion, s'excusant d'avoir renversé Kenjaku, mais en ayant également pulvérisé un esprit rebelle de classe S en un clin d'œil. Il peut influer sur l'âme de son adversaire et mettre en scène des choses aussi rocambolesque que comique, mais qui néanmoins le mène de plus en plus vers la victoire, car alors que les dégâts qu'il subit lors de ces scènes ne l'atteignent pas, ils sont bel et bien réels pour son adversaire, qui au fur et à mesure du combat emmagasine les dégâts, et du moment que Takaba a envie de le faire rire, le combat continuera et personne ne pourra y mettre un terme à part son adversaire en trouvant une ruse ou Takaba lui-même. Ce qui est sûr, c'est que cette technique rend Takaba omnipotent, tout ce qu'il veut, il l'obtient tant qu'il a envie de faire rire. Néanmoins, il semblerait que Takaba soit incapable de tuer, ce qui ne me choque pas car ça colle bien avec l'esprit du personnage, un comédien qui ne cherche qu'à faire rire. Voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je suis sûr que nos choix seront différents, mais voilà, j'avais envie de vous donner un peu mon point de vue là-dessus. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un like, ça me ferait trop plaisir et ça aiderait la vidéo à monter en référencement. Passez une bonne soirée et nous on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.